Madame, le président de la République française souhaiterait vous rencontrer personnellement. Ces mots firent taire chaque conversation dans la pièce, immobilisèrent chaque caméra, coupèrent chaque souffle. Car l'agent de la sécurité présidentielle ne s'adressait pas à mon père adoptif, l'hôte de ce gala de bienfaisance. Il ne s'adressait pas à mes sœurs, qui avaient passé la dernière heure à poser pour les photographes et à donner des interviews sur l'héritage philanthropique de leur famille. Il s'adressait à moi, la jeune femme noire en uniforme de service, tenant un plateau de flûte de champagne, essayant de rester invisible dans un coin de la salle de bal qui avait autrefois été ma maison. Vous savez ce qu'on dit du karma? Parfois, il ne se contente pas de frapper à votre porte. Parfois, il atterrit sur votre pelouse dans un jet privé avec l'homme le plus puissant du pays comme passager. Je m'appelle Chloé et voici comment je suis passé du statut de fille adoptive non désirée, jetée dehors avec rien d'autre qu'une boîte de lettres, à me tenir devant les caméras de télévision pendant que mon petit ami milliardaire me présentait comme sa future femme, tandis que le président me serrait la main. Mais avant de vous raconter comment j'en suis arrivé là, laissez-moi vous poser une question. Comment se passe votre journée? D'où regardez-vous ceci? J'espère que, où que vous soyez, vous êtes dans un endroit qui ressemble à un foyer. Parce que le foyer est quelque chose que j'ai passé la majeure partie de ma vie à chercher. Si vous vous êtes déjà senti comme si vous n'étiez pas à votre place, comme si vous essayiez toujours de prouver votre valeur à des gens qui avaient déjà décidé que vous n'étiez pas assez, alors cette histoire est pour vous. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, car ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur la famille, l'amour et la justice. Mais laissez-moi commencer par le début, à l'époque où je croyais encore que si j'essayais assez fort, je pourrais gagner ma place dans la famille Moreau. J'avais 7 ans lorsque Monique et Pierre Moreau m'ont adopté. Monique avait toujours voulu une autre fille, m'a-t-elle dit plus tard, et elle est tombée amoureuse de mon sourire éclatant et du fait que je savais déjà lire des romans alors que les autres enfants de mon âge apprenaient encore leurs lettres. Je pensais être la fille la plus chanceuse du monde. La propriété familiale Moreau en Normandie était tout ce dont j'avais rêvé pendant mes 3 années à passer d'un foyer d'accueil à l'autre. Une vraie chambre avec des étagères intégrées, un immense jardin avec une balançoire, 2 sœurs aînées, Sandrine et Valérie, qui, je l'imaginais, m'apprendraient à me tresser les cheveux et partageraient leurs secrets. Monique était tout ce que j'avais espéré d'une mère. Elle me lisait des histoires tous les soirs, m'aidait à faire mes devoirs et se vantait auprès de ses amis de mes excellentes notes. Quand j'ai gagné le concours de sciences de l'école en CE2, elle a accroché mon ruban sur le réfrigérateur, juste à côté du trophée de football de Sandrine et du prix d'art de Valérie. Tu es tout aussi intelligente que tes sœurs, me chuchotait-elle à l'heure du coucher. Ne laisse personne te dire le contraire. Mais même à 7 ans, je n'étais pas aveugle. Je voyais la mâchoire de Pierre se contracter lorsque Monique me louait. J'entendais Sandrine et Valérie chuchoter sur le fait que je ne ressemblais vraiment pas à la famille sur nos photos de Noël. Je sentais la différence dans la façon dont les gens nous regardaient lorsque nous sortions ensemble. Pourtant, je croyais que l'amour pouvait tout surmonter. Monique m'aimait, et cela me semblait suffisant. Je me suis investi pour être la fille parfaite, des notes parfaites, un comportement parfait, une gratitude parfaite pour tout ce qu'il m'avait donné. Au lycée, j'étais la première de ma classe, capitaine de l'équipe de débat, et j'avais des admissions anticipées dans 3 grandes écoles parisiennes. Je pensais que j'aurais alors sûrement prouvé que j'étais digne d'être une Moreau. J'avais tort. Les fissures avaient toujours été là, mais elles sont devenues impossibles à ignorer pendant ma terminale. Pierre n'est jamais venu à mes compétitions de débat, même quand j'ai remporté les championnats nationaux. Sandrine et Valérie avaient cessé de faire semblant d'être fiers de mes réussites des années plus tôt, levant les yeux au ciel chaque fois que Monique louait mon dernier succès scolaire. Elle essaie tellement, ai-je entendu Valérie dire à une amie au téléphone un jour. C'est honnêtement embarrassant à quel point elle est désespérée de s'intégrer. Le mot « désespéré » m'a frappé comme une gifle. Étais-je cela? Désespéré. Mais Monique était toujours là, toujours ma championne, toujours la mère qui croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Tant qu'elle était en vie, j'avais une place dans cette famille. Tant qu'elle m'aimait, j'appartenais à quelque part. Je me suis accroché à cette croyance tout au long de mes études supérieures. Même lorsque le reste de la famille a clairement fait savoir que je n'étais pas la bienvenue aux réunions de famille, sauf si Monique me demandait spécifiquement de venir. Même lorsque Pierre me présentait à ses amis comme « le projet de Monique » au lieu de sa fille. Même lorsque Sandrine s'est fiancée et ne m'a pas demandé d'être sa demoiselle d'honneur. Monique était mon ancre.
Ma preuve que le nom Moreau signifiait quelque chose pour moi au-delà des lettres sur mon acte de naissance. Quand elle est tombée malade pendant ma 3e année d'études, je suis rentré tous les week-ends pour m'occuper d'elle. Quand elle est morte subitement d'une crise cardiaque pendant ma dernière année, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter aussi. Mais je n'aurais jamais imaginé que perdre Monique signifierait tout perdre. La lecture du testament a eu lieu 3 jours après les funérailles. J'étais assise dans le cabinet d'avocat entre Sandrine et Valérie, portant toujours la robe noire que Monique m'avait achetée pour les entretiens d'embauche. Croyant toujours que la famille signifiait quelque chose, même dans la mort. L'avocat s'est raclé la gorge et a commencé à lire. La propriété revenait à Pierre. Les investissements et l'épargne étaient partagés entre Sandrine et Valérie. La collection de bijoux de Monique, son art, même ses livres étaient distribués entre ses enfants biologiques. Et à Chloé Moreau, a poursuivi l'avocat, et mon cœur s'est légèrement soulevé. Monique lègue sa collection de correspondances personnelles contenues dans une boîte en bois actuellement entreposée dans le grenier. Des lettres. Elle m'avait laissé des lettres. Sandrine a éclaté de rire. C'est tout. Juste de vieux papiers. J'ai senti mes joues brûler d'humiliation. Mais je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose de spécial dans ces lettres. Peut-être que Monique m'avait laissé quelque chose de plus significatif que de l'argent ou des bijoux. Peut-être qu'elle m'avait laissé des mots qui m'aideraient à comprendre pourquoi elle m'avait aimé quand personne d'autre ne le pouvait. Je m'accrochais encore à cet espoir 3 jours plus tard lorsque Pierre a frappé à la porte de ma chambre et m'a dit que j'avais jusqu'à la fin de la semaine pour trouver un autre endroit où vivre. Cette maison appartient à la famille maintenant, a-t-il dit, sans vraiment croiser mon regard. Monique est partie, et il est temps pour toi de faire ton propre chemin dans le monde. Mais je suis de la famille, ai-je murmuré, détestant le son minuscule de ma voix. L'expression de Pierre n'a pas changé. Tu étais le cas de charité de Monique, Chloé. Tu l'as toujours été. Nous t'avons toléré parce qu'elle le voulait, mais elle n'est plus là. Il est temps d'arrêter de prétendre que tu as ta place ici. Cette nuit-là, je suis monté au grenier et j'ai trouvé la boîte en bois que Monique m'avait laissée. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de lettres, certaines dans des enveloppes, d'autres en vrac. Mes mains tremblaient en ouvrant la première. C'était une lettre que j'avais écrite à Monique quand j'avais 8 ans, la remerciant de m'avoir adoptée et promettant de la rendre fière. En bas, de son écriture, elle avait écrit « Tu me rends déjà fier chaque jour. Je t'aime, maman. » Chaque lettre dans cette boîte était quelque chose que je lui avais écrit au fil des ans. Chaque mot de remerciement, chaque carte de fête des mères, chaque lettre de l'université lui parlant de mes cours et de mes rêves. Elle les avait toutes gardées. Absolument toutes. Mais tout au fond de la boîte, j'ai trouvé autre chose. Une enveloppe scellée avec mon nom écrit de l'écriture tremblante de Monique, datée de seulement 2 semaines avant sa mort. C'est là que mon histoire commence vraiment. Parce qu'à l'intérieur de cette enveloppe se trouvait une vérité qui allait changer tout ce que je pensais savoir sur ma place dans la famille Moreau et déclencher les événements qui amèneraient un jet privé sur la pelouse de mon ancienne maison. Mais il faudra que vous restiez avec moi pour la suite, car ce que j'ai découvert dans cette lettre m'a conduite sur un chemin que je n'aurais jamais pu imaginer. Cliquez sur le bouton j'aime si vous êtes prêt à entendre comment tout ce que je pensais savoir sur mon adoption était un mensonge, et comment ce mensonge allait finalement me mettre face à face avec le président de la République française. L'histoire ne fait que commencer. La lettre de Monique ne faisait que 2 pages, mais elle contenait assez de vérité pour réécrire ma vie. Ma très chère Chloé, commençait-elle, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et je ne peux que prier pour que Pierre te montre plus de gentillesse que je ne le crains. Il y a des choses que j'aurais dû te dire il y a des années. Des choses que j'étais trop lâche pour dire de mon vivant. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine lire, mais je me suis forcé à continuer. Tu n'as jamais été censé être un cas de charité, ma chérie. Ta mère biologique, Sophie, était ma camarade de chambre à l'université et ma meilleure amie. Quand elle est tombée enceinte à 19 ans et ne pouvait pas te garder, elle m'a fait promettre de t'aimer comme ma propre fille. Je ne t'ai pas adopté par pitié, Chloé. Je t'ai adopté parce que Sophie savait que je chérirais la fille qu'elle ne pouvait pas élever elle-même. Les mots se sont brouillés alors que les larmes remplissaient mes yeux. Sophie est morte dans un accident de voiture quand tu avais 3 ans, juste avant que nous finalisions l'adoption. Elle n'a jamais pu te voir devenir la femme brillante et belle que tu es devenue. Mais elle t'a laissé quelque chose que Pierre ignore. Dans mon coffre-fort à la banque, il y a une enveloppe à ton nom.
Et à l'intérieur, il y a assez d'argent pour commencer la vie que tu choisiras. Sophie voulait s'assurer que tu ne dépendrais jamais de la gentillesse de quelqu'un d'autre. La lettre continuait avec les informations bancaires et l'emplacement d'une clé cachée dans sa boîte à bijoux. Je n'étais pas un cas de charité. J'étais la fille de sa meilleure amie. Et ma mère biologique m'avait laissé de l'argent. Mais la trahison était plus profonde. Monique avait gardé ce secret pendant près de 20 ans. Elle m'avait laissé croire que je n'étais pas désiré, me laissant me battre pour ma place. Le lendemain, à la banque, j'ai ouvert le coffre. À l'intérieur, il y avait plus d'argent que je n'aurais jamais pu l'imaginer, ainsi que des photos de ma mère biologique. Sophie me ressemblait trait pour trait. Pour la première fois de ma vie, j'avais le choix. Je pouvais quitter la propriété Moreau avec dignité. Mais d'abord, je devais en parler à quelqu'un. La seule personne à qui je pensais était Léo. Léo Dubois avait été mon secret pendant 2 ans à l'université. Nous nous étions rencontrés en cours d'économie avancée. Notre professeur nous a jumelés pour un projet. Ce qui a commencé comme des sessions d'études est devenu quelque chose de plus profond. Léo n'était pas comme les autres. Il écoutait quand je parlais de me sentir prise entre deux mondes. Tu n'as rien à prouver à personne, m'a-t-il dit un soir. Tu es brillante, gentille et plus forte que quiconque je connaisse. C'est suffisant. Quand il m'a embrassé pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé ma place. Nous avons gardé notre relation secrète au début, j'avais peur de la réaction des Moreau. Léo et moi avons construit notre propre monde. Il voulait travailler dans la technologie durable, et moi, je voulais faire du droit de la famille. Léo a été le premier à me faire croire que l'amour n'avait pas à être mérité. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour durer. La première fissure est apparue lors du repas de la Toussaint de ma 3e année. J'avais demandé si je pouvais amener un ami. Quand je suis entré avec Léo, la température de la pièce a chuté. Seule Monique semblait heureuse de le rencontrer. Je voyais le regard de Pierre se durcir quand Léo a mentionné que son père possédait une entreprise technologique. Après le dîner, Pierre m'a prise à part dans son bureau. Il a l'air d'un jeune homme charmant, dit-il. Mais que cherches-tu à accomplir, Chloé? La famille de ce garçon a de l'argent, du vrai argent. Je veux juste m'assurer que tu es honnête avec toi-même. L'implication m'a frappé. Vous pensez que je l'utilise? Je pense que cette famille a trop investi en toi pour te voir tout gâché, a-t-il dit. Investi en moi? Ai-je répliqué. Vous voulez dire que Monique a investi en moi? L'expression de Pierre n'a pas changé. Ta place dans cette famille dépend de tes choix. Sortir avec un garçon riche qui va fouiller dans ton passé, ce n'est pas protéger quoi que ce soit. Cette nuit-là, les doutes que Pierre avait plantés ont grandi. La fin est arrivée 2 semaines plus tard. Je devais retrouver Léo à la bibliothèque. En arrivant, j'ai entendu des voix. La porte était entr'ouverte, et j'ai vu Léo assis en face de Sandrine. Ma sœur était là, les larmes aux yeux. Je pense juste que tu devrais savoir dans quoi tu t'engages, disait-elle. Chloé est de la famille et nous l'aimons, mais elle a subi tellement de traumatismes. Le système d'accueil l'a vraiment endommagée. Elle devient obsédée par les gens qui lui montrent de la gentillesse. Mes genoux ont fléchi. Sandrine continuait, sa voix pleine d'une fausse sympathie. Nos parents s'inquiètent pour elle. Honnêtement, elle n'a jamais eu de vraie relation auparavant. Elle projette tous ses problèmes d'abandon sur toi. La voix de Léo était calme. Elle me semble très indépendante. Elle est forte, mais aussi incroyablement vulnérable, a dit Sandrine. Elle m'a dit à quel point votre relation compte pour elle, comment elle planifie déjà votre avenir ensemble. Je pense qu'elle croit sincèrement que vous allez l'épouser. C'était vrai. J'avais pensé à un avenir avec Léo. Chloé n'a jamais rien eu à elle, poursuivit Sandrine. Elle a passé sa vie à chercher quelqu'un qui la choisirait. Et quand elle se fixe sur quelqu'un, elle peut devenir très intense. Je ne pouvais plus écouter. J'ai tourné les talons et je suis parti en courant. Cette nuit-là, Léo m'a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Il s'est présenté à ma résidence universitaire, mais j'ai fait comme si je n'étais pas là. Finalement, je lui ai envoyé un seul texto. Sandrine avait raison. Je me suis emballé. Faisons une pause.
Il a essayé d'appeler, mais j'avais déjà bloqué son numéro. 2 semaines plus tard, je l'ai vu sur le campus universitaire avec une fille blonde de son cours de finance. Je n'ai plus jamais parlé à Léo. Maintenant, assise dans ce grenier avec la lettre de Monique, je me demandais ce qui aurait pu être différent si j'avais su la vérité. Mais il était trop tard. Léo était probablement marié. Et j'étais sur le point d'être expulsé. Ce que je ne savais pas, c'est que Léo ne m'avait jamais oublié. Il avait passé les 3 dernières années à essayer de me retrouver. Il n'avait jamais cru un mot de ce que Sandrine avait dit. Et ce que je ne savais absolument pas, c'est que le garçon silencieux de mon cours d'économie venait d'hériter de l'empire technologique de son père, faisant de lui l'un des hommes les plus puissants de France. La vengeance qui se préparait n'était pas planifiée par moi. J'étais trop occupé à essayer de survivre. Mais Léo préparait quelque chose qui ferait du gala de bienfaisance de la famille Moreau une nuit qu'il n'oublierait jamais. 3 jours après avoir trouvé la lettre de Monique, Sandrine a frappé à ma porte à 7 heures du matin. « Papa veut te voir dans son bureau. Apporte tes affaires. » Je savais ce que cela signifiait. J'avais passé ces 3 jours à faire mes valises, l'argent de l'héritage de ma mère biologique sur un nouveau compte en banque. Pour la première fois, je n'avais pas besoin de la charité des Moreau. Pierre était assis derrière son bureau, Valérie à ses côtés. « Assieds-toi, Chloé, dit Pierre. » Je suis resté debout. Je vais prendre mes affaires et partir. En fait, nous devons rendre cela formel. Il a sorti des documents. La mort de Monique a soulevé des complications juridiques concernant ton statut dans cette famille. Mon sang se glaça. L'adoption n'a jamais été entièrement finalisée, dit Pierre. Monique s'est occupée de la plupart des papiers et elle a précipité les choses. C'était impossible. Tu as utilisé notre nom, corrigea Valérie. Mais légalement, tu n'as jamais été qu'un placement en famille d'accueil avec intention d'adopter. Le jugement d'adoption définitif n'a jamais été prononcé. La pièce se mit à tourner. Légalement, tu n'es pas une Moreau, dit Valérie. Tu ne l'as jamais été. Il ne connaissait pas l'argent. J'ai ressenti un éclair de gratitude pour le secret de Monique. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, tu prends tes affaires et tu commences ta vie d'adulte, dit Pierre. Nous t'avons accordé jusqu'à la fin de la journée. Je suis de la famille, ai-je dit, sachant que cela sonnait pathétique. Valérie a ri. Chloé, il est temps d'arrêter de jouer et de rejoindre le monde réel. J'ai réalisé que la mort de Monique avait simplement enlevé la barrière qui les empêchait d'agir selon leurs vrais sentiments. Très bien, dis-je, je serai parti ce soir. Chloé, la voix de Pierre m'arrêta à la porte. Ce n'est pas personnel. Mais nous ne pouvons pas porter le fardeau de prendre soin de quelqu'un qui n'est pas légalement notre obligation. Fardeau. Le mot m'a frappé. J'ai fait mes valises dans 3 valises et 2 cartons. La plupart de mes vêtements, mes livres, mes photos. Le reste, je l'ai laissé. J'entendais Sandrine et Valérie dans le couloir, planifiant avec enthousiasme de transformer ma chambre en bureau. À 18 heures, un camion est arrivé pour emporter mes affaires dans un garde-meuble. J'avais trouvé un petit appartement près de l'université. Alors que je chargeais la dernière boîte, j'ai vu la vieille Citroën 2CV de Monique. La seule chose qu'elle m'avait spécifiquement laissée. Pierre est sorti pour me regarder partir. En quittant l'allée pour la dernière fois, j'ai vu la propriété dans mon rétroviseur. Juste une maison remplie de gens qui ne m'avaient jamais vraiment voulu. Mais en conduisant, je me suis fait une promesse. Je n'allais pas passer le reste de ma vie à pleurer des gens qui ne m'avaient jamais aimé. L'appartement était bien au début, mais la liberté pouvait être une prison. Sans structure, les jours s'étiraient. J'ai essayé de me faire de nouveaux amis, mais je me sentais comme si je parlais une autre langue. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement seul. L'isolement aurait été supportable si les Moreau m'avaient oublié. Mais non. 2 mois après mon départ, j'ai croisé Valérie à l'épicerie. « Oh mon Dieu, Chloé! Comment vas-tu » Sa voix était fausse et forte. Elle s'est tournée vers son amie. Chloé vivait avec nous, mais elle est si indépendante depuis qu'elle a son diplôme. Nous sommes si fiers. Elle le disait comme si j'étais un cas de charité qu'ils avaient réhabilité. En fait, a poursuivi Valérie,
nous organisons une petite fête le week-end prochain pour les fiançailles de Sandrine. Rien de spécial, juste la famille et les amis proches. Mais je suis sûr que tu comprends pourquoi il serait gênant de t'inviter. Cette nuit-là, j'ai réalisé que partir n'avait pas mis fin à ma relation avec eux. Maintenant, ils pouvaient me blesser sans avoir à en subir les conséquences. C'est là que j'ai décidé de disparaître. J'ai déménagé dans une ville en Bretagne, un endroit où le nom Moreau ne signifiait rien. J'ai changé de numéro et supprimé mes réseaux sociaux. Je n'avais aucun moyen de savoir que ma disparition déclencherait d'autres événements. Que Léo Dubois construisait un empire technologique et essayait de retrouver la fille qui avait disparu de sa vie. Mais disparaître s'est avéré être la meilleure décision. Car lorsque Léo m'a enfin retrouvé, je n'étais plus la fille brisée. J'étais quelqu'un qui avait appris à survivre selon ses propres termes. J'ai passé 2 ans à apprendre à être invisible. J'ai loué un petit studio et j'ai pris un emploi dans une association d'aide juridique, aidant les familles à faible revenu. Mon ironie ne m'échappait pas. Ma supérieure, Sylvie, était une femme dans la cinquantaine qui me rappelait Monique. « Tu es douée pour ça », m'a-t-elle dit après 6 mois. « As-tu envisagé de reprendre tes études de droit ?» J'y pensais presque tous les jours. Mais j'étais coincé émotionnellement. Je n'avais construit mon identité qu'autour de la tentative de mériter l'amour. Cela aurait pu être ma vie pour toujours si Sylvie n'était pas tombée malade. C'était une tumeur au cerveau. Elle avait besoin d'une chirurgie immédiate. J'ai besoin que quelqu'un couvre l'événement de la Fondation Moreau, m'a-t-elle dit, me tendant un dossier. C'était l'une de nos plus grandes opportunités de collecte de fonds. Mon sang se glaça. La Fondation Moreau. Ils organisent leur gala de bienfaisance annuel le mois prochain. Quelqu'un doit être là pour accepter le chèque et faire une courte présentation. Peut-être que quelqu'un d'autre devrait s'en occuper, ai-je dit. Chloé, tu es la meilleure que nous ayons. Je ne pouvais pas laisser mes problèmes personnels interférer. Bien sûr, me suis-je entendu dire. Je m'en occuperai. Cette nuit-là, j'ai fait des recherches en ligne. La fondation était devenue le projet de Pierre après la mort de Monique. Sandrine était directrice de la sensibilisation communautaire et Valérie, coordinatrice des bénévoles. Leur site web était rempli de photos de la famille Moreau posant avec des politiciens. Mais ce qui m'a vraiment fait mal, c'était leur déclaration de mission, dédiée à soutenir les enfants vulnérables et à renforcer les liens familiaux. Ils avaient transformé leur traitement de moi en une opportunité marketing. Mon adoption n'était mentionnée nulle part. Ils avaient construit un bouclier parfait. Le gala de bienfaisance se tenait à la propriété Moreau, qui avait été rénovée. Ils avaient ajouté une salle de bal et une piste d'atterrissage privée pour les donateurs arrivant en jet privé. Mais en regardant les photos de mon ancienne maison, je n'étais plus dévasté. J'étais furieuse. J'allais à leur gala de bienfaisance. Pas comme l'ancienne enfant placée reconnaissante, mais comme quelqu'un qui savait exactement qui ils étaient. Je n'avais aucune idée que quelqu'un d'autre prévoyait quelque chose de beaucoup plus dramatique. Léo avait hérité de l'empire de son père 6 mois plus tôt, faisant de lui l'un des plus jeunes milliardaires de France. Il avait découvert la vérité sur l'ingérence de Sandrine et enquêtait tranquillement sur la famille Moreau depuis. Et il avait été invité à leur gala en tant que donateur potentiel majeur. La semaine précédant l'événement, j'ai acheté une simple robe noire et j'ai répété ma présentation. Je pensais être prête à tout. J'avais tort sur presque tout. Mais j'avais raison sur une chose. Quand je suis entré dans ce gala, je n'étais pas la même fille qu'ils avaient jetée dehors 2 ans plus tôt. J'étais prête pour une confrontation que je n'avais jamais vue venir. Ce que je n'aurais pas pu prédire, c'est que la confrontation ne serait pas entre moi et la famille Moreau. Ce serait entre les gens qui m'avaient rejeté et l'homme qui n'avait jamais cessé de me chercher. Le jet privé tournoyait déjà au-dessus de la piste d'atterrissage quand je suis arrivé à la propriété Moreau ce soir-là. Je n'avais aucune idée que je regardais mon avenir. La propriété ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. La nouvelle salle de bal était un palais de cristal. J'ai garé la vieille Citroën de Monique entre une Mercedes et une BMW. Je me suis dirigé vers l'entrée de service. La responsable des traiteurs, une femme affairée nommée Linda, m'a à peine regardé. « Dieu merci, vous êtes là », a-t-elle dit en me tendant un uniforme de service. 2 de nos filles sont malades. Je l'ai regardé, interloqué. Je crois qu'il y a un malentendu.
Je suis ici pour accepter un don et faire une présentation. Linda m'a regardé comme si j'avais deux têtes. Chérie, je ne sais rien d'une présentation. Madame Moreau a spécifiquement demandé que quelqu'un de votre organisation aide au service ce soir. Mon estomac s'est noué. Quelle Madame Moreau? Sandrine Moreau, la directrice de la fondation. Elle a dit que votre association envoyait quelqu'un qui comprenait l'importance du service communautaire pratique. C'était un jeu de pouvoir si calculé et cruel que ça m'a coupé le souffle. Sandrine avait tout arrangé pour m'humilier. Mais l'association avait besoin de ce don. Très bien, ai-je dit, en prenant l'uniforme. Où est-ce que je me change? 20 minutes plus tard, je traversais la salle de bal avec un plateau de flûte de champagne, invisible. Robert tenait la cour près de la vente aux enchères silencieuse, racontant des histoires sur l'impact de la fondation. Monique et moi avons eu la bénédiction d'offrir cette stabilité à nos propres filles, disait-il à l'épouse du maire. Nos propres filles, comme si je n'avais jamais existé. Valérie travaillait la salle près du bar. Mais c'est Sandrine qui m'a vraiment coupé le souffle. Elle se tenait sur une petite estrade, micro en main. La Fondation Moreau existe parce que ma défunte mère, Monique Moreau, croyait que chaque enfant mérite d'être désiré, disait-elle. Elle utilisait les mots de Monique, les tordant pour effacer mon existence. Notre famille a eu la chance de soutenir des dizaines d'adoptions, a poursuivi Sandrine. Et nous avons vu la joie qui vient lorsque les enfants trouvent leur famille pour toujours, des familles qui n'abandonneront jamais. Je me tenais près du fond de la salle, le plateau tremblant, quand les yeux de Sandrine ont croisé les miens. Pendant une fraction de seconde, son expression s'est figée. Mais ensuite, son sourire est revenu, plus éclatant qu'avant. En fait, dit-elle, nous avons quelqu'un ici ce soir qui représente exactement le type de réussite que notre fondation rend possible. Chloé, voudriez-vous monter un instant? Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Je voulais disparaître. Allez, ne soyez pas timide, a dit Sandrine. Tout le monde, voici Chloé. Elle est ici pour représenter l'une des organisations que nous soutenons, un merveilleux exemple de la façon dont nos programmes aident les jeunes à construire des vies indépendantes. J'ai marché vers l'estrade, chaque pas une marche de la honte. Sandrine m'a tiré à côté d'elle. Chloé travaille avec nos partenaires d'aide juridique pour aider d'autres jeunes, a dit Sandrine, son bras autour de mes épaules. La foule a applaudi poliment, et j'ai réalisé ce qu'elle faisait. Elle me présentait comme une de leurs réussites, réécrivant notre histoire en temps réel. Voudriez-vous dire quelques mots? M'a-t-elle demandé en me tendant le micro. J'ai regardé la foule de visages riches. J'ai vu Pierre, son expression neutre. J'ai vu Valérie, filmant la scène sur son téléphone. Et c'est là que je l'ai vu. Léo. Il se tenait près du fond de la salle, plus âgé, plus raffiné, dans un costume parfaitement taillé. Mais ses yeux étaient les mêmes, fixés sur mon visage avec une intensité qui a fait faiblir mes genoux. Il m'avait trouvé. Au pire moment de ma vie. Je devais être en train de le fixer, car Sandrine a suivi mon regard et a vu Léo. Son bras s'est resserré. Chloé est parfois un peu dépassée par la prise de parole en public, a-t-elle dit avec un rire forcé. La foule a applaudi à nouveau, et Sandrine m'a fait descendre de l'estrade. Mais dès que nous avons été hors des projecteurs, sa prise est devenue douloureuse. Qu'est-ce que tu fiches ici? A-t-elle sifflé. Je représente l'association d'aide juridique. Je sais exactement pourquoi tu es là, a dit Sandrine. La question est, que penses-tu accomplir? J'ai vu que tu fixais quelqu'un. Ne pense même pas à faire une scène. Elle avait vu Léo, aussi. Elle était terrifiée. Laisse-moi être très clair. Tu n'es rien pour nous. Tu es le personnel, Chloé. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Elle est partie, me laissant seule. Mais Sandrine avait tort. Je n'étais pas seul. Léo se frayait un chemin vers moi. L'expression sur son visage était celle d'un homme qui avait cherché quelque chose de précieux et l'avait enfin trouvé. Je voulais m'enfuir. Mais une agitation près de l'entrée a attiré l'attention de tous. Des hommes en costume sombre entraient. Des agents de la sécurité présidentielle. Le président de la République française est entré, flanqué d'agents. Mais il n'était pas seul. Marchant à ses côtés, se trouvait Léo.
La salle a éclaté en applaudissements. Léo n'était plus seulement un homme d'affaires prospère. Il était assez important pour arriver avec le président. Sandrine s'est précipitée pour saluer le président, le visage confus. C'est alors que Léo s'est avancé et a pris le micro. « Merci pour votre accueil chaleureux », a-t-il dit. « Je suis Léo Dubois, et je suis ici ce soir en tant que représentant de Dubois Technologies et de notre nouveau partenariat humanitaire avec le gouvernement. » La foule a murmuré avec appréciation. « Mais je ne suis pas ici pour parler affaires », a poursuivi Léo, ses yeux me cherchant. « Je suis ici parce que parfois les partenariats les plus importants sont entre des personnes qui choisissent de voir le meilleur l'une en l'autre. Je suis ici ce soir pour honorer quelqu'un de très spécial. Quelqu'un qui m'a appris que la vraie valeur ne se mesure pas à la famille dans laquelle on est né, mais à la force de son caractère et à la gentillesse de son cœur. » Il me regardait droit dans les yeux. « Mesdames et messieurs, a dit Léo, j'aimerais que vous rencontriez ma future femme. » Puis il a marché vers moi, le président le suivant, tandis que 200 personnes regardaient en silence, les visages de la famille Moreau blancs de choc. Mais je n'étais pas prête. J'étais encore la fille en uniforme de service. Et maintenant, Léo était sur le point de changer tout ça, que je sois prête ou non.